Madame Capdevielle. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Frédéric Poisson pour 5 minutes. J'invite à ce stade chacune et chacun à respecter les orateurs lorsqu'ils parlent et à ne pas les interrompre, même si évidemment chacune et chacun peut avoir un avis sur ce qui se dit, mais il faut que le débat puisse se dérouler tranquillement et calmement pour aller à son terme. Monsieur Poisson, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur Goasguen, c'est gentil. Mentalement au moins. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. Personne ne nie la tension qui existe entre le désir d'être parent et la perturbation que ce désir, quand il est réalisé, peut engendrer sur l'ordre public et le respect des lois fondamentales. Le problème n'est pas de constater cette tension, le problème est de savoir comment on la résout. Qu'il y ait effectivement un désir profond d'accueillir la vie ou d'être parent, comment ne pas le constater, mais que ce désir puisse être satisfait à toutes conditions, au mépris de toutes les règles qui existent, et parfois même au mépris des plus importantes ou des plus symboliques. Mesdames et messieurs les députés de la majorité, Monsieur le ministre, c'est le point de désaccord qui a conduit nos collègues Philippe Gosselin et Valérie Boyer à déposer ces 2 propositions de loi. Vous nous parlez de l'intérêt supérieur de l'enfant, Madame la députée, et nous vous disons, quel que soit cet intérêt supérieur de l'enfant, il ne peut pas donner droit à la marchandisation de son être même, ni à la marchandisation du ventre de la mère qu'il a porté. Rien ne peut justifier, quelles que soient les circonstances, qu'effectivement, un enfant voit le jour, soit reconnu pleinement et entièrement, à partir du moment où ça mettrait en cause les principes les plus essentiels de notre droit. Vous nous dites, nous sommes contre, mais vous ne faites rien pour démontrer que vous êtes contre. Nous disons, plutôt que de dire simplement qu'on est opposé aux mères porteuses, il faut combattre cette pratique et prendre toutes les dispositions législatives, pénales, opérationnelles, policières, pour faire en sorte que tous ceux qui en profitent soient condamnés. Rien de tel ne se produit dans notre pays. Et au fond, c'est presque à regret, j'imagine, que nos collègues Gosselin et Boyer ont déposé ces 2 propositions de loi, constatant que la fragilité de la décision du Conseil constitutionnel de juillet 1994 est maintenant avérée, constatant que l'article 16-1 du Code civil n'est plus respecté pleinement et entièrement parce que, Monsieur le ministre, vous vous réfugiez derrière les décisions de la Cour de cassation de 1991. C'était il y a un quart de siècle, vous vous imaginez bien qu'un certain nombre de choses ont évolué depuis, ou alors vous n'avez pas vu ce monde changer. Et en réalité, les décisions encore plus récentes donnent la possibilité, en réalité, même si elles ne le font pas formellement, de donner droit à la pratique des mères porteuses, au commerce qui est lié à la prolifération des filières illégales qui se sont fixées sur ces différentes pratiques. Et nous disons de ce fait, puisque visiblement l'arsenal législatif français est devenu insuffisant du fait de ces pratiques, renforçons-en la portée par le fait d'inscrire, comme le propose notre collègue Gosselin dans la Constitution, l'indisponibilité du corps humain, qui est dans le bloc constitutionnel, oui, peut-être, mais c'est encore mieux de l'inscrire directement dans la Constitution. À l'article 1er, ce serait encore nécessairement plus clair. Alors, il paraît qu'il y a des risques. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il paraît que l'inscription dans la Constitution de ce principe d'indisponibilité fragiliserait le don du sang, les dons d'organes. Je ne vois pas comment on peut tirer cette conclusion du texte présenté par nos collègues Gosselin et Boyer. Jamais, à aucun moment, d'ailleurs vous nous dites vous-même que ces principes d'indisponibilité sont déjà inscrits dans la loi, jusqu'à preuve du contraire, le don du sang, le don d'organes et un certain nombre d'autres choses sont déjà possibles. Donc il faut être cohérent avec votre propre position. Il n'y a rien d'incompatible entre le fait de rendre le corps indisponible d'un côté et d'un autre côté, étant supposé le consentement de celui qui donne son sang ou les parties de son corps à quelqu'un qui en aurait besoin, ma foi, de le faire à partir du moment où son corps en entier serait réputé indisponible. Il n'y a pas de risque non plus à voir la législation française débordée par la législation internationale ou les décisions des cours européennes. Madame le député, je suis désolé, monsieur le ministre, c'est pareil. Ça n'est pas la Cour de cassation qui fait la loi ici, pas plus que la Cour européenne des droits de l'homme, ni je ne sais quelle convention internationale. Je plaide en tout cas pour que la législation française soit renforcée dans ce sens. Et au fond, je conclus par là, tout le problème, monsieur le ministre, c'est que il faudrait, pour que vous soyez d'accord avec notre proposition, vous dites que vous l'êtes, et je ne suis pas certain que vous soyez au fond
si opposé que cela au fait qu'on puisse donner plein droit au désir d'enfant, quelles que soient ses modalités et les modalités de son expression. C'est ça le fond du problème et c'est ça le fond de notre opposition. Et je pense que pour vous, donner droit à aux propositions qui vous sont présentées aujourd'hui voudrait dire sortir de l'ambiguïté. Et on sait bien qu'en politique, comme disait le cardinal de Retz, comme en amour du reste, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Je vous remercie. Merci, Monsieur Poisson. La parole est maintenant à Monsieur Jérôme Lambert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Valérie Boyer et Philippe Gosselin, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen des propositions de loi constitutionnelle et ordinaire relatives respectivement au principe d'indisponibilité du corps humain et à la lutte contre le recours à une mère porteuse. L'article unique de la proposition de loi constitutionnelle présentée par notre collègue Philippe Gosselin vise à consacrer dans l'article 1er de la Constitution, après l'énoncé des grands principes de la République française, indivisible, laïque, démocratique et sociale, un alinéa précisant que la République française, fidèle à ses valeurs humanistes, assure et garantit le respect du principe d'indisponibilité du corps humain. Il est précisé que cette affirmation n'a pas pour objectif de remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse consacré par la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil. En parallèle, la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse, portée par notre collègue Valérie Boyer, a pour objet de renforcer la lutte contre le recours à la gestation pour autrui en agissant sur les plans pénal, civil et international. Cette question de la gestation pour autrui avait déjà été évoquée par la rapporteure, notamment par la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'interdiction effective de la gestation pour autrui en France, présentée le 10 juillet 2015 par Hervé Mariton. L'article 1er de la proposition de loi aujourd'hui examinée a pour objet d'intégrer un nouvel article dans le code pénal incriminant l'entremise en vue d'une gestation pour autrui. L'article 2 prévoit quant à lui que les peines encourues pour le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la naissance d'un enfant par le recours à une mère porteuse soient punies de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque ces faits sont commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. Le troisième article a un double objet: priver d'effet en droit français les actes de l'état civil étranger lorsqu'ils tendent à la reconnaissance d'un lien de filiation entre un parent et un enfant né d'une gestation pour autrui, et plus généralement interdire toute décision ou tout acte visant à reconnaître en France la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Enfin, l'article 4 vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur les perspectives d'adoption d'une convention internationale prévoyant l'interdiction de la gestation et de la procréation pour autrui, ainsi que sur les initiatives qu'entend prendre la France pour engager la négociation et faciliter l'adoption d'une telle convention. Les dispositions prévues par ce texte manquent de clarté. En effet, que signifie s'entremettre ou la tentative de s'entremettre ? De la même manière, comment peut-on apporter la preuve de la provocation, même non suivie des faits ? Les sujets évoqués aujourd'hui ne sont pas nouveaux. En effet, notre hémicycle a déjà eu à connaître de tels sujets, notamment lors des longs et très nombreux débats sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe du 17 mai 2013, mais aussi plus tard lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour obtenir une gestation pour autrui de Jean Leonetti, le 4 décembre 2014. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, et notamment notre collègue Alain Tourret, a affirmé à plusieurs reprises son opposition à la gestation pour autrui. Je peux dire de la même manière, m'exprimant aujourd'hui à la tribune, que c'est mon cas, évidemment. Lors des débats sur le mariage pour tous, le groupe RRDP a défendu l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe au nom du principe constitutionnel d'égalité entre les citoyens et de la justice sociale. Toutefois, le groupe RRDP reste défavorable à la marchandisation du corps humain. Or, la gestation pour autrui constitue à l'évidence une marchandisation du corps.
le recours à l'utilisation du ventre d'une femme constitue un acte commercial que nous combattons unanimement et vigoureusement. L'article 16.7 du Code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, pose expressément le principe de la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Le principe du respect du corps humain fait l'objet d'un chapitre entier du Code civil qui consacre son indisponibilité et son inviolabilité. Nous avons par ailleurs déjà expliqué qu'il nous apparaissait souhaitable de condamner et de poursuivre la gestation pour autrui et de l'interdire au niveau européen. Les rapporteurs évoquent la circulaire du 25 janvier 2013 de Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, relative à la reconnaissance des enfants nés à l'étranger de mères porteuses. Mais celle-ci n'ouvre pas le droit à la gestation pour autrui. Elle permet seulement la reconnaissance des enfants nés à l'étranger lorsque le lien de filiation avec un Français résulte d'un acte d'état civil étranger, probant au regard de l'article 47 du Code civil, enfant que nous ne pouvons laisser sans reconnaissance ou nationalité. Vous savez, mes chers collègues, ce que je pense de ça, mais en fait, il est vrai que tout en étant franchement très opposé et très inquiet quant aux dérives qui peuvent résulter de certaines pratiques, et la GPA en est une évidemment, la situation des enfants pose un autre problème. Autant, si vous voulez, condamner les parents, évidemment, enfin les parents ou les personnes qui ont provoqué cette gestation, mais quand il s'agit des enfants, je vois mal quelle condamnation on peut porter aux enfants, et donc voilà, c'est ce que je rappelle là. Une proposition de loi constitutionnelle reprenant un principe contenu dans le droit civil et dont l'issue est plus qu'incertaine, puisqu'elle devrait être ratifiée par le peuple pour pouvoir être promulguée, est une proposition, moi non plus, je ne crains pas, est une proposition de loi ordinaire faisant peser le risque d'une rupture d'égalité selon le mode de gestation de l'enfant, car un enfant né d'une insémination artificielle peut, lui, obtenir transcription à l'état civil français, cela ne constitue pas un travail législatif satisfaisant. En l'état actuel de leur rédaction, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, pour lequel je m'exprime aujourd'hui, ne pourra donc pas voter les propositions de loi que nous examinons aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Lambert. La parole est maintenant à Madame Marion Maréchal Le Pen, députée non inscrite, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour votre information, d'ailleurs, Madame Capdevielle, je suis une femme, ne vous en déplaise. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi le fait d'être un homme rendrait particulièrement illégitime l'opposition à cette marchandisation de l'homme. Par ailleurs, après les expressions « le mal mourir »,« le faire mourir »,« le suicide assisté », voici que la gestation pour autrui altruiste vient de faire son apparition dans la novlangue du lexique bien pensant. Malheureusement, derrière ces manipulations sémantiques, censées rendre plus douce à nos esprits une réalité sordide, se dissimulent des intérêts financiers qui asservissent la vie humaine à l'utilitarisme. Cette proposition de loi constitutionnelle visant à graver le principe d'indisponibilité du corps humain dans la Constitution répond à l'impérieuse nécessité de juguler les multiples assauts que subit aujourd'hui l'interdiction française de la GPA. Pour n'en citer que quelques-uns qui ont déjà été rappelés, en juin 2014, notre pays est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme au motif qu'il ne retranscrit pas à l'état civil français les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger par mère porteuse. De même, en décembre 2014, la circulaire de Mme Taubira facilite la délivrance de la nationalité française aux enfants conçus par GPA à l'étranger. Le gouvernement français encourage donc le contournement de la loi française et le gouvernement des juges supranationaux prépare pernicieusement les conditions d'une future autorisation de la GPA au sein de l'Union européenne. Pour rédiger un rapport sur la soi-disant GPA éthique, le Conseil de l'Europe est allé jusqu'à nommer un rapporteur écologiste, soupçonné d'ailleurs de conflit d'intérêts avec une société de mères porteuses. Ou quand les libertaires d'extrême gauche deviennent les alliés objectifs du capitalisme le plus immoral. Bien que rejeté en mars, ce rapport a été réécrit dans le même esprit et redéposé par le même rapporteur.
Monsieur le ministre, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les brèches se multiplient devant votre indifférence, voire devant votre complicité. Les lobbies de la commercialisation du corps ont donc trouvé une parade, effacer les aspérités commerciales de la GPA. Fini la cupidité, la GPA serait donc éthique, altruiste. Le cynisme est total. Les souffrances psychologiques des mères porteuses et des enfants abandonnés sont totalement occultées. Les multiples témoignages en la matière devraient pourtant vous convaincre de l'ignominie de cette pratique. Les enfants handicapés ou trisomiques, abandonnés à la naissance par les parents, faute de répondre à leur cahier des charges. Des clauses dans le contrat de GPA permettant de réclamer un avortement et la suspension du paiement si la mère porteuse allait à l'encontre du souhait des adoptants. Les pressions sur des mères porteuses enceintes de jumeaux ou de triplés non désirés, contraintes d'avorter. En Inde, la pratique habituelle est d'implanter des embryons dans 2 femmes ou plus et de pratiquer des avortements quand une grossesse est enclenchée. De même, dans le cas d'une grossesse multiple, notamment quand plusieurs embryons ont été implantés, les fœtus non désirés de la mère porteuse sont avortés, comme le rapporte une enquête du journal The Guardian. Dans ce système, seul un enfant désiré et répondant au projet parental se voit reconnaître sa pleine humanité et la dignité qui s'y attache. Le procédé s'apparente à de l'esclavage moderne, où les femmes sont réduites à des ventres de location et des bébés à des marchandises sur mesure. C'est la pulvérisation des valeurs les plus élémentaires de notre civilisation, justifiée, tolérée, voire même défendue par certains à gauche du fait de la souffrance des couples infertiles. Une souffrance que nous nions pas, mais il y a tout de même 2 poids, 2 mesures, vous l'admettrez. Nous ne pouvons pas raisonner au regard de situations individuelles, aussi tristes soient-elles. Ne soyons pas dupes de la présentation altruiste de la GPA. Derrière ce procédé, c'est une industrie florissante qui utilise la misère humaine pour engranger des profits s'élevant à près de 4 milliards d'euros par an. La réalité, c'est que très peu de femmes se portent volontaires pour prêter gratuitement leur ventre. Alors, les couples des pays développés, désirant des enfants, se rendent à l'étranger, où les prestations sont très bon marché. Rappelons que pour ces femmes précarisées, les transferts d'embryons aggravent les risques de grossesses multiples, avec hémorragie et hypertension, cause majeure de mortalité maternelle dans les pays en voie de développement. Tout devrait nous unir dans ce combat. Manuel Valls n'avait-il pas déclaré être fermement opposé à la GPA ? Rien ne devrait s'opposer à l'adoption de ces 2 propositions de loi, sauf le double jeu d'un exécutif qui ne semble pas déterminé à lutter contre ces dérives. J'en veux pour preuve le refus de faire appel de la condamnation de la CEDH dans les affaires Ménessonne et Labessie, qui nous contraignait à reconnaître la filiation de 2 couples ayant acheté des enfants aux États-Unis. Une telle pusillanimité d'État s'apparente à une légalisation de fait. Le gouvernement, conscient qu'une large majorité de Français rejette catégoriquement cette fusion de l'homme, mais soucieux de ne pas braquer son aile dogmatique, joue les funambules en se réfugiant derrière les enfants avec des arguments totalement irrecevables. La France doit s'opposer avec force à cette civilisation de l'homme produit et préserver les plus vulnérables de cette idéologie du droit à l'enfant, où le désir et le projet parental sont seuls à compter au-dessus de toute autre considération, y compris les plus essentielles. Une idéologie, j'en finis, Monsieur le Président, qui va jusqu'à faire accoucher en 2011 une grand-mère de ses petits-enfants. Il en va de notre liberté et de notre dignité. Merci. La parole est maintenant à Madame Sophie Dion pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs le rapporteur, mes chers collègues, le corps humain a un caractère sacré. Il a depuis toujours été protégé pour lutter contre toute dérive. Pour nous tous, ici présents, humanistes, juristes, républicains, le respect du corps humain n'est rien d'autre que l'application du principe constitutionnel de dignité humaine. L'article 16.1 du Code civil est à cet égard particulièrement explicite. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Notre droit pose donc le principe de l'indisponibilité du corps humain, un principe permettant d'interdire les activités telles que la gestation pour autrui, les pratiques eugénistes, le clonage ou encore la cessation à titre onéreux
des éléments du corps humain. Ce sont les articles 16.7, 16.4, 16.7 et 16.6 du Code civil. Si la loi de bioéthique de 1994 a rappelé les principes d'inviolabilité, d'intégrité, de non-patrimonialité du corps humain et de primauté de la personne humaine, les révisions successives de ce texte en 2004, en 2011, puis en 2013 ont fait une part de plus en plus importante aux exceptions. Certes, les évolutions scientifiques, technologiques et médicales doivent naturellement être prises en compte. Pour autant, il convient d'instaurer des limites, des garde-fous, afin de préserver ces principes et le principe constitutionnel de la dignité humaine. Nous avons eu ce débat dans l'hémicycle lors de la discussion de la loi de 2013 pour la recherche sur l'embryon et les cellules souches. À ce moment-là, vous vouliez déjà aller vers une marchandisation du corps humain. Finalement, à chaque fois qu'un texte de loi portant sur la famille, la filiation, l'éthique ou la nécessité d'allier progrès scientifique et respect des droits fondamentaux de la personne, vous allez vers cette tentation de marchandisation du corps humain. La seule solution, le seul garde-fou, la seule barrière pour éviter cette tendance, c'est d'inscrire dans la Constitution le principe de l'indisponibilité du corps humain. Tout simplement, la raison est simple, car quand on élève ce principe au rang des principes constitutionnels, on le sacralise. Et surtout, on empêche le législateur d'y porter atteinte et on empêche aussi par là même les revirements de jurisprudence. L'évolution récente en matière de filiation nous en apporte un exemple flagrant. Comme vous le savez, le principe de l'interdiction de la gestation pour autrui est posé par l'article 16.7 du Code civil. Mais aujourd'hui, quelle est l'effectivité de cette prohibition dès lors que les effets de cette gestation pour autrui sont reconnus sur le territoire français? Pour preuve, la circulaire du 25 janvier 2013 sur l'inscription dans l'état civil français des enfants nés par GPA à l'étranger, les récents arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et enfin les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juillet 2015 qui reconnaissent les effets de la gestation pour autrui réalisée à l'étranger. Afin de pouvoir garantir l'effectivité de l'interdiction de la gestation pour autrui en France, la proposition de loi de ma collègue Valérie Boyer, soutenue par l'ensemble de nous tous, par l'ensemble des députés Les Républicains, prévoit en effet de renforcer les sanctions pénales en cas de conclusion d'un contrat de gestation pour autrui et en permettant l'application de la loi française en cas de recours à une mère porteuse à l'étranger. C'est aussi le renforcement de l'interdiction pour interdire les actes et décisions tendant à la reconnaissance directe ou indirecte d'une gestation pour autrui et pour ses conséquences juridiques en France. Mais naturellement, tout ceci n'est sans doute pas suffisant. Nous devons aussi tout mettre en œuvre pour lutter contre le tourisme procréatif. C'est un marché, cela a été dit à plusieurs reprises, en pleine expansion. Les intérêts financiers sont colossaux. Le tourisme reproductif en Inde représenterait 2 milliards de dollars par an. Il est donc plus que nécessaire, il est urgent que l'ensemble des pays s'engagent à lutter contre la marchandisation du corps humain. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'œuvrer à l'adoption d'une convention internationale interdisant cette gestation et la procréation pour autrui. Il en va naturellement du respect des femmes. Il en va aussi de l'intérêt supérieur des enfants. Comment imaginer ce monde où les enfants seront choisis sur catalogue, ne connaîtront jamais leur filiation, ne sauront jamais d'où ils viennent et qui ils sont? Vous voulez des enfants totalement déstructurés, sans repères, sans histoire, alors que la Cour européenne, que vous citez fréquemment, vient de réaffirmer que l'intérêt supérieur des enfants était aussi le droit à la connaissance de leurs origines. J'en termine. Je sais que sur tous les bancs de notre Assemblée, de droite mais aussi de gauche, nous sommes tous des humanistes. Et je ne comprendrai pas que ces deux propositions de loi, qui ne font rien d'autre que de réaffirmer la dignité humaine, ne soient pas votées de manière unanime. Je vous remercie. Merci Madame Dion. La parole est maintenant à Madame Anne-Yvonne Le Dain pour 5 minutes.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les textes internationaux et les textes européens évoquent peu la grande question des droits sexuels et reproductifs, comme si l'intimité de chacun, qui est affaire privée, ne pouvait pas faire l'objet de discussions publiques, comme ce fut pendant longtemps le cas pour le viol et les violences conjugales. Les textes internationaux et européens les évoquent peu. Or, ceux-ci concernent essentiellement les femmes, le corps des femmes. Le libéralisme qui tend à s'installer dans nos sociétés progressivement va jusqu'à donner une valeur marchande à la liberté de disposer de son propre corps au bénéfice d'un tiers. La question de la prostitution est ainsi posée, et je me réjouis que la France ait voté, sous notre impulsion, et non sans peine d'ailleurs, l'abolition de la pénalisation des prostituées, qui sont désormais considérées comme des victimes, ainsi que la pénalisation des clients et des réseaux prostitutionnels considérés comme des prédateurs. Cette loi est une grande rupture dans nos traditions, une rupture qui dit que le corps d'une femme n'est ni à vendre ni à louer. Dans cet esprit, la gestation pour autrui, qui n'est rien d'autre que le commerce du ventre des femmes, est condamnable et est condamnée par notre droit, j'en conviens. Mais il est bon que le débat ait lieu, car d'ailleurs, dans le monde, cette pratique se développe et des enfants nés par GPA arrivent en France. Or, ces enfants ont été portés par des femmes qui prennent tous les risques, moyennant finance ou pas, pour satisfaire le désir d'enfant de personnes inconnues mais riches. Les risques sont pour elles, le bénéfice est pour eux. De quel droit ? Les techniques actuelles et certaines législations permettent que l'enfant né de ce commerce puisse avoir 3 voire 4 parents, dont l'un serait le père génétique et les 2 ou 3 autres les mères invisibles et visibles. Une femme qui aura donné ses gènes et donc subi les stimulations hormonales pour provoquer l'ovulation et le geste invasif de la canule pour récupérer les ovocytes. Une autre qui assurera les 9 mois de grossesse, l'accouchement par voie basse ou par césarienne et aura également subi injection d'hormones et autres soins. Ces 2 femmes seront ensuite effacées. C'est ce qui se pratique dans les fermes à femmes qui progressivement s'installent dans le monde, des USA à l'Asie du Sud-Est, de certains pays de notre Europe jusqu'en Inde, dans ces cliniques où elles sont isolées de leur propre famille. Ce ne sont ni plus ni moins que des usines où l'on paye des femmes pauvres pour produire l'enfant de ceux qui peuvent payer. N'aurait-on pas là encore un nouvel avatar de la lutte des classes ? Oui, la France ne tolère en aucun cas la GPA. Le chef de l'État, François Hollande, l'a rappelé dans un courrier en 2014, appuyant cette interdiction tant sur le code pénal en son article 16.7 que sur le code civil en son article 227.12. Et je m'en réjouis car, non, une femme n'est pas une dame Jeanne dotée d'un bouchon. Certaines défendent le concept de GPA éthique, ce qui est pathétique, car la seule qui ne sera pas payée sera les femmes. La femme qui prendront tous les risques, la donneuse d'ovocytes et la mère porteuse, seront pourtant payées médecins, cliniques, intermédiaires et avocats. Or, la réalité d'une maternité, d'un accouchement, d'un postpartum n'est pas magique. Césarienne, épisiotomie, abcès, hémorragie, éventration, maladie endocrinienne, descente d'organes sont des réalités concrètes, réelles. J'éviterai de parler des nausées incoercibles, des contractions inopportunes, des suites de couches complexes, voire même des dépressions postpartum dont on sait qu'elles touchent de l'ordre de 10% des parturientes. Oui, c'est cela la réalité cruelle de la maternité et donc de la GPA. Tout cela pour que certains puissent transmettre un mythe, leur gène, ces petits codes qui deviennent plus importants que la santé, voire la vie d'une femme. Éthique ou pas, la GPA est un chemin dangereux qui s'est ouvert dans le monde, un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui les interdit. Le journal Charlie Hebdo l'avait d'ailleurs exprimé quand, il y a quelques années, il avait publié en sa une image terrible qui assimilait la GPA à de l'esclavage. Mais il y a un autre point et non très moindre, celui de l'enfant, né et arrivé en France. Celui-ci, je le rappelle, est titulaire d'une identité et généralement d'un passeport et n'est en rien un fantôme de la République. Il manque à ses parents d'intention, l'acte qui confirme et affirme leur filiation avec cet enfant-là. Les demandes formulées à la CEDH portent là-dessus, ce qui confirmerait des liens entre l'enfant avec des gens qui ont délibérément transgressé la loi française, très claire pourtant sur ce point, et avec l'argent pour le faire. Or, bien évidemment, ces enfants ne sont pas en danger en France. La France a toujours accompagné tous les enfants, depuis toujours. Et donc aussi cela, et les services de l'aide sociale à l'enfance ou de l'éducation nationale font ce qu'il faut pour que les parents d'intention aient la responsabilité éducative, sociale et affective de ces enfants, dans les faits comme en droit. En droit et pour protéger l'enfant, ce qui est le plus important, plutôt qu'en droit pour en donner à ceux qui ont violé la loi. Mais ceux-ci, qui ont de fait transgressé la loi et dépensé de 100 à 120 000 euros pour indemniser ou pas les 2 mères biologiques et payer les médecins, les médicaments, les laboratoires, les cliniques et les avocats en charge de ces contrats, ces personnes-là pourraient ainsi se prévaloir de leur propre turpitude et ce, à seule fin de transmettre leur gène, leur sang, au nom d'un droit du sang, pour ceux qui ont transgressé la loi. Dès lors, quelle sécurité pour les femmes qui auront accouché sous X, sous le secret, comme défini aujourd'hui par la loi, si un jour ou l'autre, à venir, un enfant né sous X réclamait aussi l'accès à ses origines au nom du droit du sang ?
Seules les femmes seront donc concernées, car je ne doute pas qu'il sera impossible, et ce serait fort peu souhaitable, de ficher la totalité de la population masculine présente sur le territoire national, ce qui par ailleurs ne serait un principe d'égalité. Ceci étant, si je suis profondément hostile à la GPA, je ne souscris pas pour autant à l'idée qu'une famille d'aujourd'hui ne saurait être que sous la forme simple, un papa, une maman et 2 enfants, ainsi que nous y invite cette partie de l'hémicycle. Je suis donc favorable à ce que le droit français permette à ces femmes de porter leur propre enfant en utilisant les techniques d'assistance médicale à la procréation, qu'elles soient en couple avec un homme ou avec une femme, ou qu'elles soient célibataires, et ce, par analogie avec la loi du général de Gaulle, qui, dans les années 60, a permis l'adoption d'enfants par les célibataires. Dès lors, Monsieur le ministre, Mesdames et Monsieur le rapporteur, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes ne doit pouvoir se lire comme une égalité strictement juridique, elle doit se lire comme une égalité en humanité. La question de la gestation pour autrui porte cette question-là. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Marc Le Fur pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues, je souscris totalement aux textes qui nous sont présentés par nos collègues Gosselin et Boyer. Le refus de la gestation pour autrui est pour nous un véritable enjeu de civilisation qui doit nous rassembler. Cette gestation pour autrui va à l'encontre de toutes les valeurs qui fondent notre humanité. Ce combat doit rassembler au-delà des clivages habituels, ceux qui défendent la vie sous toutes ses formes, ceux qui défendent la nature et pensent que le marché ne lui est pas supérieur, ceux qui considèrent que tout n'a pas une valeur marchande, que l'argent n'est pas la mesure de toute chose, ceux enfin qui considèrent que le corps de la femme n'est pas un outil de production. Chacun se rend compte également que l'humanité est à la croisée des chemins. Le législateur a l'imminent devoir de protéger le plus faible, tout spécialement l'enfant. Il se doit de protéger l'enfant qui n'est pas un produit marchand, mais un petit homme. Tout homme est une histoire sacrée. Nous sommes un certain nombre à en avoir la conviction. La GPA, qui nous est présentée par certains comme un nouveau droit, doit avoir un droit à avoir un enfant, à vendre son corps, n'est en réalité qu'une régression inédite. Le recours aux mères porteuses est un retour au temps de l'esclavage. L'esclavage qui n'était pas uniquement une aliénation de la force de travail, mais également un élevage d'hommes. Bien au contraire, le degré de civilisation s'apprécie au regard de la place réservée aux plus fragiles et en particulier à l'enfant. Il nous faut agir car la menace est bien réelle. Il suffit d'une simple recherche sur Internet pour découvrir des sites en français qui proposent explicitement plusieurs offres de GPA. On trouve ainsi des formules de paquets, c'est le terme utilisé, tout compris et économe pour 29 900 €. C'est sur le net. Des paquets tout compris standard pour un peu plus cher, 39 900 €. Et des paquets VIP à 49 900 €. Il doit y avoir des garanties supplémentaires. Voilà ce qui figure sur le net, mes chers collègues. Certains sites donnent des numéros de téléphone en France. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Chacun doit avoir présent à l'esprit que le risque psychologique est également tout à fait considérable pour l'enfant. L'enfant né d'une GPA, séparé de la mère qui l'a porté 9 mois durant et mise au monde, qui va être placé loin de chez elle auprès d'autres parents, comment croire que cet enfant soit exempt de traumatisme? Cela dit, s'il y a échange d'argent, cela ajoute à l'ignominie. L'acte demeure condamnable malgré tout en l'absence de tels échanges. La GPA doit être interdite, même si elle est faite à titre gratuit. Prenons le cas dont on entend parler de la mère qui porterait l'enfant de sa fille, qui serait à la fois la grand-mère génétique et la mère porteuse. Ce sont des réalités qui existent et qui sont devant nous. Prenons le cas de la sœur qui porte l'enfant de sa sœur. Prenons le cas de l'ami qui porte l'enfant de son ami. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas échange d'argent qu'il n'y a pas de drame. Et attention à ces cas singuliers qui, aujourd'hui, prépare des évolutions plus générales pour demain. La gravité du sujet et l'inertie dont fait preuve la France jusqu'à présent rendent indispensable l'intervention du législateur. Il faut légiférer dès aujourd'hui, car on ne peut tolérer l'incertitude juridique qui entoure le cas des mères porteuses. Vous nous dites que vous êtes contre, mais il n'y a aucune disposition permettant de mettre en application votre opposition
uniquement théorique à la GPA. Il faut rappeler qu'aucun juge français, ou très peu, n'ont explicitement condamné des personnes ayant recouru à cette pratique pourtant illégale. Il faut légiférer dès aujourd'hui du fait de la passivité de notre gouvernement qui n'a pas su faire appel des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juin 2014, ces arrêts qui condamnaient la France pour son refus d'établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques nés de GPA. Par son inaction, le gouvernement a accepté que des effets soient donnés à une pratique pourtant illégale. Il faut légiférer dès aujourd'hui, car les barrières cèdent une à une. La loi Taubira a entrouvert une brèche que la circulaire Taubira s'est empressée d'élargir. Oui, la loi sur le mariage pour tous, parce qu'elle a ouvert la possibilité d'une revendication à l'enfant, a conféré un droit à l'enfant dont découlent automatiquement les demandes que nous connaissons aujourd'hui. Oui, il y a un lien logique entre la loi Taubira et la demande de GPA pour certains. La question des mères porteuses nous place devant une mondialisation anarchique qui valide la loi du plus fort. Quand la GPA est faite à l'étranger, la pression est mise sur la France pour que celle-ci finisse par fermer les yeux